Blanchard Mongomba, c'est notre invité de ce nouveau numéro de votre magazine d'interaction et d'information générale sur Bossolo TV. Il est le secrétaire général du parti d'Adolphe Mouzitou, Nouvel Élan. Avec lui, nous allons faire table rase sur toutes les questions d'actualité politique, économique, électorale qui prévaut en République démocratique du Congo. Pourquoi on va parler de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes à quelques mois seulement de la tenue de échéances électorales en République démocratique du Congo, élections prévues par la centrale électorale pour le 20 décembre prochain. Plus que quelques mois nous séparent de ces grandes échéances. Comment les partis politiques regroupement se préparent pour affronter ces grandes échéances? Déjà, vous le savez, la CENI venait de clôturer avec la réception des candidatures pour la députation nationale et provinciale. Nous attendons déjà à l'entrée du mois de septembre. On va faire l'appel à la candidature pour le présidentiel. Et qui seront présidentiables et qui ne le seront pas, toutes les questions seront débattues au cours de cette émission que j'ai le privilège de recevoir, comme je vous l'ai dit tantôt, le secrétaire général de Nouvel Élan, Monsieur Blanchard Mongomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Très en forme, très en forme. Ça va. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Mais vous avez pris encore du poids, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, peut-être c'est le stress, vu le travail. Parfois, le stress aussi grossit. Mais je crois que on est là, on est en forme. L'essentiel, c'est que nous puissions rester dans la logique du travail de notre peuple. Le travail de votre peuple, s'il faut aller dans le vif des vifs, hein, nous parlons processus électoral en République démocratique du Congo, vous êtes dans la manœuvre hein, de regroupement, de sensibilisation, de comment peaufiner les listes, qui sera candidat, qui ne sera pas dans le cadre de votre formation politique. Mais au-delà de ça, comment jugez-vous aujourd'hui le paysage politique congolais? Êtes-vous prêt pour les Congolais politiques? Est-il prêt pour affronter les échéances électorales de 2023, au mois de décembre? Je crois que, merci d'abord pour l'invitation, les échéances électorales en 2023, c'est d'abord une exigence constitutionnelle, ça il faut le reconnaître en tant que tel, puisque lorsque nous étions allés à Saint-Titi, c'était pour avoir un pacte républicain, et ce pacte nous a obligés de respecter l'échéance qui consiste à organiser chaque 5 années les élections pour nous laisser dans la ligne droite de la démocratie. Mais maintenant, la démocratie elle-même, il faut se poser la question, est-ce qu'elle évolue bien dans notre pays? Est-ce que les acteurs politiques de notre pays, nous sommes préparés pour affronter ou pour vivre la démocratie? Est-ce qu'en parlant de la démocratie, nous sommes à même de supporter en tout cas, tout ce qui entoure la démocratie? C'est ça la grande question, puisqu'il faut aujourd'hui voir la manière dont le processus est lancé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, notamment de l'inclusivité. Il y a certains qui n'ont pas voulu s'élancer, je m'excuse, dans le bateau qui conduit à ces processus parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas eu inclusivité, il n'y a pas eu prise en compte de leurs observations. C'est vrai, nous-mêmes, nous faisons partie de cela, mais nous avions levé l'option d'y aller malgré ce qui n'a pas été pris en compte. Il y a de ceux qui estiment que nous devons y aller, mais il y a quand même de quoi que... Il y a comme ça plusieurs éléments qui montrent que nous sommes encore à l'étape de ce que moi je considère comme balbutiement de la démocratie. Nous sommes dans le tâtonnement, nous sommes en tout cas dans ces douleurs-là de la démocratie. Quoi de plus normal que de le supporter, puisqu'il faut dire que à l'origine de notre pays, le Congo n'a pas été créé en tant qu'État, comme un État démocratique. Déjà, le Congo... pour devenir un État, ça a été décidé ailleurs. Oui. Les gens ont décidé et ils sont venus nous présenter l'État. Or, dans nos familles, déjà dans nos tribus, nous n'avons pas non plus la démocratie. Nous avons les monarques, nous avons de chefs coutumiers. Là, c'est la dictature, il s'impose. Mais maintenant que nous avions levé l'option comme classe politique, comme peuple, d'emprunter ce que l'Occident, ce que les autres exploitent pour faire avancer la République, nous avions opté pour la démocratie. Souffrons de voir toutes ces choses, mais cela ne peut
peut pas être considéré comme une excuse. Nous devons souffrir, mais en même moment, nous devons faire un effort pour justement comprendre comment ça doit marcher. Nous ne devons pas faire les choses pour faire subir les autres les méfaits de ces systèmes, mais nous devons tout faire pour essayer justement de mettre tout le monde d'accord selon que nous avions voulu, nous avions opté pour ces systèmes démocratiques. Donc c'est ça un peu l'environnement, c'est ça ce qui caractérise en tout cas l'organisation de ces élections. Mais le plus important, c'est que nous puissions justement rester dans cette logique de notre peuple, comme je l'ai dit tantôt, qui veut à ce que chaque année s'organisent des élections parce que le peuple a estimé qu'on ne peut plus accéder au poste d'écommandement, au poste de responsabilité sans passer par la sanction, sa volonté. C'est ça justement qui motive, en ce qui nous concerne, le nouvel élan, notre engagement à aller dans ces processus, puisque nous voulons justement être sanctionnés par la volonté populaire de manière à voir si oui ou non nous devons participer à la gestion de la chose publique. Vous avez la parole en parlant de l'inclusivité. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes dit allons seulement, peu importe les inadéquations qui se dessinent dans la course, dans ces processus électoraux, mais est-ce que vous ne serez pas le premier pour crier aux fraudes électorales, crier aux bourdes, crier à tout après, quand vous serez maintenant face d'un résultat qui ne vous mettra pas d'accord? D'abord, l'inclusivité, nous, au nouvel élan, nous, la définition à deux niveaux. Il y a inclusivité selon que les acteurs politiques se retrouvent. Mais parce que vous avez dit allons seulement, je vous ai pris au mot. C'est comme ça que je dis que déjà au niveau du nouvel élan, il faut noter que nous caractérisons ou nous définissons l'inclusivité à des niveaux. Selon que tout le peuple de la République démocratique du Congo se retrouve dans le cadre de ces processus, ce qui n'est pas le cas, puisque nos amis de Kwamut ne se sont pas fait enrôler, nos amis de Massissi, nos amis de Rutshuru, tout ça, ils ne se sont pas fait enrôler, ce qui fait que nous, au niveau du nouvel an, nous considérons que le processus n'est pas inclusif pour n'avoir pas intégré nos compatriotes de cette partie-là. Et ce n'est pas une première aussi. Hein? Ce n'est pas une première, mais ça ne peut pas non plus nous empêcher de reconnaître que ce n'est pas l'inclusivité, selon que le fichier électoral devrait en principe contenir le fils de cette partie-là de la République. Oui. Mais il y a aussi une autre définition qui consiste à dire que il n'y a pas inclusivité parce que il y a par exemple Martin Fayulu et son parti politique qui ne se retrouvent pas dans ces processus. Il y a le parti de M. Kabila qui ne se retrouve pas dans ces processus. Nous pouvons aussi, de Jean-Marc Kabound aussi, le considérer qu'il n'y a pas inclusivité. C'est tout ça qu'il faut mettre dans le panier de ce que nous pouvons définir comme inclusivité. Mais en ce qui nous concerne, nous, Nouvel Élan, parce que pour les acteurs et les partis politiques, c'est question de choix, c'est question d'option. Et ils ont levé l'option de ne pas y aller. C'est que nous respectons. Mais pour nous, ce qui est plus important, c'est le fait que nos compatriotes de Rutshuru ne se sont pas retrouvés dans le cadre de ces processus. Nos compatriotes de Kwamut, nos compatriotes de Massissi, ça c'est ce qui nous dérange en tout cas dans notre fort intérieur, parce qu'on aurait bien voulu que la CENI mette en place les mécanismes qui pouvaient intégrer tous ces compatriotes. Mais lorsque, dernièrement, nous avions accompagné l'initiateur de notre parti politique, Adolphe Muzito, rencontré le président de la CENI à sa demande, exactement, dans le cadre des consultations, il nous a donné des réponses qui semblaient être aussi vraies, parce qu'il dit que les questions sécuritaires, par exemple, ne concernent pas la centrale électorale. Les questions sécuritaires relèvent de la compétence de l'exécutif, du gouvernement. Ce qui fait qu'elle ne pouvait que constater qu'il n'y avait pas tous les ingrédients qui pouvaient permettre à ceux qui l'organisent l'enrôlement dans ces secteurs, dans ces territoires-là. Ce qui fait qu'il n'a pas pu enrôler. Et nous, notre position, nous avions souhaité même que nous puissions décaler, pourquoi pas, le délai de la convocation du corps électoral, pourvu que nous puissions intégrer nos compatriotes là. Parce qu'ils ne sont pas moins congolais que nous autres qui vivons dans la partie ou dans les partis qui semblent être en paix. Donc c'est un peu ça notre conception, c'est qui nous fait dire que le processus n'est pas inclusif parce que, je m'excuse une fois de plus, ça n'a pas intégré tous les Congolais. Donc c'est ça, c'est qui nous met mal à l'aise. Mais maintenant,
votre deuxième partie, la deuxième partie de votre question, est-ce que nous n'allons pas crier à la vérité des urnes, tout ça, tout ça? Ça dépend de la manière dont les choses vont évoluer. Parce que ça commence comme ça. Hein? Oui, ça commence. Le problème, c'est que la CENI... On parle de non-inclusivité, et puis demain, on va changer les vocables pour dire, voilà, le processus n'était pas inclusif. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne comme résultat. C'est comme ça que je dis, ça dépend de la manière de conduire les choses. Messieurs Kadima et son équipe semblent prouver une volonté de bien organiser les choses, ce qui... vous êtes déjà séduit hein, par la manière dont vous voyez. Hein. Je crois que jusque-là, puisqu'il y a des questions qui ne relèvent pas justement de la compétence de la centrale électorale. Il y a des questions, ce qui me fait dire que jusque-là, elle semble montrer la bonne volonté, les bonnes intentions de donner, en tout cas, des élections acceptables, crédibles au pays. On voit jusqu'à la fin de ces processus, nous lui donnons justement, en tout cas, le bénéfice du doute. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, c'est que nous allons prendre position officiellement après ces élections selon que les choses vont s'organiser telles que nous les souhaitons. Parce que ce qui est important dans un processus, c'est que l'organe censé organiser les élections doit créer ce climat de confiance, doit mettre les parties prenantes que nous sommes en confiance, de sorte que nous puissions être rassurés du résultat qui proviendront justement des urnes. Puisque aujourd'hui déjà, si les choses ne vont pas bien, pourquoi ne pas justement dénoncer, décrier? Donc il faut compter sur les Nouvel Élan parce que les Nouvel Élan n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Une fois que les choses vont aller très mal, nous n'allons pas hésiter de sortir pour dire aux Congolais clairement que ça ne va pas. C'est vrai que nous avions décrié en son temps la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avions également décrié, en faisant même de propositions, la loi électorale. Nous avions décrié la manière dont les choses s'étaient organisées. Mais puisque, au niveau du Nouvel Élan, ce qui importe pour nous, c'est la République, la mère patrie. Pour nous, c'est la République. Nous nous sommes dit, autant mieux mettre de côté nos égos pour préserver justement ce qui est le plus cher pour notre peuple. Et ce qui est le plus cher pour notre peuple, c'est cette République qui est la superstructure. Puisque si la République n'existait plus, on ne parlera pas de Nouvel Élan. On ne pourra plus parler d'Adolphe Muzito, moins encore de Blanchard Mongomba. C'est ce qui est important. Voilà pourquoi je veux finir par rapport à cette question, à cet élément. C'est qu'en 2018, lorsque nous sommes allés aux élections, ça, beaucoup de gens peut-être ont une courte mémoire. Vous allez vous souvenir que l'opposition tout entière, nous décrions déjà à cette époque-là les fictifs. Nous avions estimé à cette époque qu'il y avait 4 millions de fictifs dans le fichier portait les fictifs. Et nous nous sommes battus pour que cela change. Malheureusement, avec le régime Kabila, ça n'avait pas changé. Mais est-ce pour autant que nous avions refusé d'aller aux élections? Je dis directement non. Nous étions allés aux élections en travaillant nos ménages pour mettre en place les mécanismes pouvant permettre à ce que nous puissions détecter et bloquer tout ce qui était mis en place pour nous faire échouer dans ces élections. Le résultat était positif parce que, comme vous le savez, en tant que Lamouka, nous avions gagné ces élections. Avec nos différentes listes, nos différents candidats à la présidentielle comme au niveau provincial, nous avions gagné. Mais malheureusement, M. Nanga, qui fait du bruit aujourd'hui un peu partout, s'est permis justement, en complicité avec le régime Kabila, de tripatouiller ces résultats pour donner un autre résultat qui ne reflétait pas la volonté de notre peuple. C'est ça la réalité. Mais je me dis, de la même façon que nous l'avions fait en 2018, pourquoi ne pas travailler en 2023 dans cette même logique pour arrêter tout ce qui pourrait être placé comme fraude, comme mécanisme de fraude, pour nous faire perdre ces élections de manière à faire respecter justement le combat de la vérité des yeux. Donc c'est un peu dans cette logique que le Nouvel Élan et Adolphe Muzito, nous avions levé l'option de prendre part à ces processus, non pas
pour accompagner qui que ce soit, pas du tout, mais plutôt pour faire respecter la volonté de notre peuple, laquelle volonté consiste à non seulement avoir des élections crédibles, mais surtout permettre à la République, à la machine de la République de bien évoluer pour donner l'occasion à tout un chacun de essayer de trouver mieux par rapport à son travail, par rapport à sa situation. Alors, par rapport à sa situation, respecter le cycle électoral veut dire aussi respecter les délais constitutionnels tels que prescrits dans la Constitution, dans les lois de la République. Alors, M. Blanchard Mungomba, secrétaire général des Nouvelles Élan, est-ce que Adolphe Muzito fait toujours la une de l'actualité? Ça dépend de ce que vous appelez la une de l'actualité, parce que de moins en moins il parle, de moins en moins il est dans le fait des journaux, on n'entend pas, il est en train de mijoter quoi, il est en train de peaufiner quoi, parce qu'hier, on devrait entendre Adolphe Muzito, à chaque fois que ça chichotait à gauche, lui parler à droite, mais aujourd'hui, il a quasiment séché dans la scène médiatique congolaise. On ne sait pas pourquoi. On voit plus le secrétaire général que le président. Il est en train de préparer un coup fatal, on ne sait pas. Non, je crois que Adolphe Muzito est un leader politique. Et pas de moindre, parce qu'il faut rappeler que Adolphe Muzito est l'un des derniers collaborateurs du patriarche Antoine Gizenga. Et c'est qui Antoine Gizenga? C'est l'un des pères fondateurs, ceux qui ont fondé, ceux qui ont mis en place les mécanismes pour que nous puissions avoir la République. Mais ça, c'est révolu. C'est révolu, mais les périodes changent aussi. Effectivement. Aujourd'hui, qui représente Adolphe Muzito dans la scène politique congolaise, après tout ce qu'il y a eu entre lui et Fayulu Madidi, aujourd'hui, il s'est rétracté de la Mouka et Adolphe Muzito ne dit plus mot, on ne sait plus, il est avec Félix Tshisekedi, il est avec Joseph Kabila, il est avec qui, on ne sait pas. Je suis en train de dire que Adolphe Muzito, c'est un fin stratège, c'est un grand leader pour avoir travaillé ou marché aux côtés du patriarche Antoine Gizenga. Et si vous le voyez bien, il évolue dans le pas du patriarche Antoine Gizenga, les pas de Lumumba et tous les autres. Il ne suffit pas de le voir tout le jour, chaque fois dans les médias pour savoir qu'il existe. Mais cette politique, il suffit. Vous avez un électorat qui vous attend quand même. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que il n'a pas besoin de se faire voir comme personne. Non, ses idées quand même, ses idées, on aimerait entendre. Ces idées sont portées par le Nouvel Élan, qui est sa machine politique. Il n'a pas besoin en tout cas, de s'afficher. Il n'a pas besoin, pas du tout. Adolphe Muzito, aujourd'hui, il est le seul acteur politique, le seul leader, voulais-je dire, qui a, en tout cas, pondu plus de 30 tribunes qui reprennent ses idées par rapport à la République. Mais ça servait quoi à la République? Non, mais le problème, c'est que... Parlons de ces tribunes, ces fameuses tribunes. Le problème, ce n'est pas si ça servait quoi. Ça, il ne faut pas le mettre dans le cadre non, un politique, quand vous apportez une idée dans la scène politique ou soit dans le social de la population, il faut que ça apporte quelque chose. Mais maintenant, le problème, est-ce que Adolphe Muzito, ministre des Budgets, Premier ministre, poser à la personne qui initie, qui propose les idées, ou il faut le poser à ceux qui sont censés utiliser ces idées. C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples. Lorsque Adolphe Muzito dit que nous devons faire la guerre au Rwanda pour pacifier la partie est de notre pays et que l'on ne respecte pas, par exemple, cette idée. Le problème, c'est Adolphe Muzito ou le problème, c'est ceux qui sont censés... Mais quand il demande la guerre au Rwanda, avec quoi il faudra faire la guerre avec le moyen. Avec les gens. Non, il faut se mettre ensemble avec les gens qui gèrent l'État pour comprendre si on a... Vous savez, un leader politique ou un leader tout court n'est pas obligé de se retrouver à la commande dans la manette pour voir ses idées être appliquées. Il suffit de présenter une idée pour que les autres s'en servent. Aujourd'hui, si le gouvernement ou ceux qui gèrent la République estiment qu'ils doivent exploiter les idées proposées par Adolphe Muzito, lui, il va applaudir, il va être le plus heureux, puisque le plus important pour lui, ce n'est pas qu'il soit au premier plan. Le plus important, c'est que ces idées portent, que ces idées soient exploitées au bénéfice, au profit de notre peuple. Mais qu'est-ce qui a déjà servi, l'érection d'un mur de séparation,
Ça, c'est pour sécuriser la partie est de notre pays. Quand ils demandent, par exemple, que nous puissions, j'allais dire, en termes par rapport aux élections, que nous puissions faire enrôler nos compatriotes de Kouamout, tout ça, ça, ce n'est pas à lui d'appliquer cela. Il donne ses idées et c'est aux autres, ceux qui sont censés appliquer, de le mettre en machine. Donc, c'était justement pour vous dire que Adolphe Muzito est là. La preuve, c'est que son parti politique, personne ne donnait au Nouvel Élan une existence électorale en termes de seuil, puisque nous n'avons que moins de 5 ans depuis que nous existons. Et qu'est-ce que ça produit, si vous posez cette question, après le dépôt des candidatures? Ça produit quoi après le résultat final de la CENI? Non, le résultat final, je crois que c'est une première étape. La première étape, c'était celle qui consistait à atteindre le seuil de recevabilité. Aujourd'hui, le parti politique d'Adolphe Muzito, le Nouvel Élan, a atteint le seuil avec plus de 300 députés. Mais il faut noter qu'il y a une deuxième liste, toujours coordonnée ou sous le leadership d'Adolphe Muzito, la liste de Mbonda, là où nous retrouvons également plusieurs candidats du Nouvel Élan et des partenaires, des alliés qui sont venus, qui sont sur cette liste-là. Ça montre que Adolphe Muzito reste une force, reste un leader qui a une vision, qui a en tout cas des stratégies bien cousues pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui, nous nous préparons, je m'excuse, non seulement à entériner sa candidature au niveau du Congrès, mais surtout, nous travaillons pour la deuxième et la dernière étape qui consiste à, en tout cas, mobiliser notre base pour nous permettre d'atteindre le seuil d'éligibilité. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est que nous puissions avoir un nombre important d'élus au niveau des assemblées, tant nationales que provinciales, pour nous permettre de matérialiser justement nos idées. Parce que lorsque nous proposons les idées et que les autres, soit par incompétence, soit par mauvaise foi, n'arrivent pas à matérialiser, à mettre en musique ces idées-là, nous devons travailler dans le sens de nous retrouver nous-mêmes au sein des institutions pour nous permettre justement de mettre en musique ces idées de manière à matérialiser ce que nous proposons pour le bénéfice, pour l'intérêt de notre peuple. Nous parlons de l'entérinement de la candidature de votre leader, comment dirais-je, Adolphe Muzito, qui est, je ne sais pas, candidat président de la République, je ne sais pas. Alors, il sera candidat le président de la République avec quel programme? Parce que nous n'en sommes pas encore là. Mais en face de lui, il y a un Félix Tshisekedi qui s'est vraiment enraciné avec plusieurs actions à impact visible et qui aujourd'hui flattent la population. Vous êtes à Kinshasa, vous voyez tout ce qui se passe. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en face de Félix Tshisekedi, il y aurait un candidat qui aura un discours qui pourra aussi flatter la population congolaise au regard de ces réalisations que Félix a fait dans un temps record par rapport à tout qu'il y avait comme défi à relever? D'abord, il y a quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Je dois rapidement ramasser ça. Vous avez la parole. Que je sois grondé, puni par le peuple. Vous avez la parole. C'est que Adolphe Muzito n'a jamais quitté la Mouka. Adolphe Muzito, c'est lui le vrai leader. Mais vous parlez de moins en moins de la Mouka. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut dire en clair que la Mouka est revendiquée par deux camps. Mais vous avez créé cette crise, pourquoi? Et les camps d'Adolphe Muzito. Mais heureusement pour nous, c'est que nous nous retrouvons dans le camp de ceux qui sont dans la vérité et ceux qui sont dans la légalité. Mais qui le sait. Il suffit de. Mais il y a de ceux qui croient à Martin Fayoul aussi, comme quoi c'est lui qui détient le vrai Lamouka. Mais c'est légitime parce que Martin Fayoul, c'est un leader aujourd'hui nié. Le leadership de Martin Fayoul par rapport à ceux qui croient en lui, c'est être, je ne sais pas, amnésique ou ne pas être sérieux. C'est un leader qui représente un groupe de gens qui se reconnaissent en lui. Mais aujourd'hui, moi, je vous confirme que Adolphe Muzito, en tant que leader, si vous prenez le texte de la coalition Lamouka, vous allez vous rendre compte que, effectivement, Lamouka, le vrai Lamouka ou le groupe qui est censé porter le nom de la Mouka sans être reproché, c'est le groupe d'Adolphe Muzito. Ça, c'est sans polémique, c'est en restant rationnel, en restant logique avec nous-mêmes. Donc, je referme rapidement cette parenthèse, mais il y a quelque chose, vous avez dit, nous n'en parlons pas trop. Non, le problème, c'est que
La MOUCA n'est pas un parti politique, moins encore un regroupement politique, ce n'est même pas une liste électorale. Mais c'est parce quoi, qu'en en fait? 2018, Martin Fayulu, par exemple, puisque vous en parlez, lui-même était candidat président de la République sur la liste dynamique de l'opposition. Ça, peut-être que beaucoup de gens l'ignorent. Martin Fayulu n'était pas candidat président de la République sur la liste de la MOUCA. Il n'y avait aucun candidat. Moi, j'étais candidat en 2018. Il n'y a aucun candidat, député national, provincial ou président de la République, qui était aligné sur la liste d'un quelconque la MOUCA. La MOUCA, c'était ce que je peux considérer comme la superstructure, ce que je peux considérer comme une plateforme électorale. Et aujourd'hui, nous étions dans l'obligation de vendre le nouvel élan qu'est notre parti politique. Aujourd'hui, c'est une liste électorale au niveau de la CENI, mais également aujourd'hui, nous vendons Mbonda qui est une deuxième liste électorale. Mais nous continuons à rester la MOUCA parce que je ne vois personne venir me reprocher de porter les noms de la MOUCA, d'autant plus que je me suis battu lorsque j'étais par exemple le coordonnateur de la coalition La MOUCA à l'Équateur. Je n'ai vu personne venir m'apporter un soutien parce qu'il fallait battre campagne pour tel ou tel autre candidat. Peut-être une question de curiosité. Nous avions Monsieur le secrétaire général, une question de curiosité. La CENI va publier les numéros d'ordre de chaque candidat. Et est-ce que si aujourd'hui vous êtes affiché dans le nom de la MOUCA et que le la MOUCA de Martin Fayulu aussi, il y a quelqu'un, vous allez présenter quoi comme logo? Déjà, nous, on n'est pas allé comme la MOUCA sur le plan électoral. Ah là, c'est une précision de taille. Nous allons continuer à nous présenter comme la MOUCA. Donc vous avez lâché prise à Martin Fayulu de faire non, pas du tout. Nous avions voulu montrer que nous sommes logiques et nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Parce que la MOUCA n'a jamais été une liste électorale. La MOUCA n'a jamais été un parti politique. La MOUCA n'a jamais été un regroupement politique. Je l'ai démontré, c'est que Martin Fayulu lui-même, d'ailleurs, comme candidat président de la République retenu dans le cadre de la MOUCA, n'a jamais été aligné sur la liste de la MOUCA. Déjà, on s'entend. Donc, la MOUCA était une plateforme. Et aujourd'hui, nous restons dans cette logique-là primaire, cette logique-là, en tout cas, de la création de la MOUCA même, pour ne pas l'utiliser comme une liste électorale, parce que d'aucuns voulaient voir Adolphe Mosito aligner la MOUCA comme un regroupement pour dire que non, voilà, s'il a les députés aujourd'hui, c'est parce qu'il a utilisé la MOUCA. Pas du tout. Nous irons aux élections, nous allons, je m'excuse, en tout cas, nous présenter à ces élections sur la liste Nouvel Élan, sur la liste Mbonda, mais nous allons parler de la MOUCA parce que nous sommes la MOUCA. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, que les gens ne s'embrouillent pas. Alors, je reviens par rapport à votre question. Adolphe Mosito sera candidat président de la République. Effectivement. Candidat président de la République. Candidat président de la République. En République démocratique du Congo. Oui, avec quel programme? Je crois que je ne veux pas ici voler la vedette à notre champion, Adolphe Mosito, pour décliner les grandes lignes de notre programme. Nous lui laissons la primaire, puisque je crois que dans 2-3 jours, nous allons fixer, donner la date officielle de la tenue justement de notre congrès, lequel va entériner sa candidature et à l'occasion, il va décliner le programme du Nouvel Élan et son programme. Puisque nous l'avions toujours dit, c'est que nous pensons que notre peuple a connu un gâchis pendant les 5 années ici de M. Félix Tshisekedi, parce qu'il suffit de voir sur le plan de la démocratie, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la gouvernance, pratiquement sur tous les plans, ce que le peuple attendait de ces régimes, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il faut noter que nos amis de l'IDPS et ses alliés ont passé plus de 30 ans dans l'opposition. Et pendant ces plus de 30 ans, ils n'ont fait que montrer du noir par rapport à ce qui était aux affaires. Mais le peuple attendait justement obtenir quelque chose. Le peuple voulait voir une différence dans la manière de gouverner, dans la manière de gérer. Malheureusement, c'est qu'ils nous ont démontré et toute autre chose que, si ce n'est que le plus pire que ce que nous avions vécu dans les régimes précédents. Et par rapport à ça, je dis que le Nouvel Élan va présenter son programme. Vous aviez dit les réalisations de M. Tshisekedi. Mais moi, je reconnais que M. Tshisekedi a trouvé, en tout cas, un État qui avait ses problèmes, certes, mais qui avait la possibilité de décoller et d'aller plus loin. Malheureusement, il n'a pas su comment faire. Avec décoller. Quel budget de 4 milliards? Non, mais avant de parler du budget de 4 milliards,
Parce qu'on parlait du décollage. Hein. Oui, il faut commencer par reconnaître. Il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement. Non, je suis d'accord avec vous. Il n'y avait pas de soins d'accès de santé universelle. Non, mais moi je suis. Il y avait des programmes comme 5 chantiers qu'on n'a jamais vu, on n'a pas vu. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que. Mais il faut reconnaître aussi que dans 3 ans, quelque chose a été fait. Je suis d'accord avec vous parce que dire que rien n'a été fait, n'est pas être honnête. Honnête, voilà. Il y a eu quelque chose, mais le quelque chose que nous avions vu, nous, au niveau du Nouvel Élan, nous disons que nous pouvions faire plus que ce que nous vivons ou ce que nous avions vu. Mais la preuve, c'est que Adolphe Muzito était Premier ministre en son temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à son temps, à part payer la dette intérieure, hein? Ça, c'est ce qui est resté comment scotché à lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait un système, qu'il avait la possibilité aussi de faire mieux. Si nous allons dans son village natal, qu'est-ce qui est fait? Adolphe Muzito a fait quoi? Premièrement, je commencerai par dire que Adolphe Muzito était Premier ministre du Congo et non de son village natal. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est une parenthèse qui joue. Le deuxième élément, vous avez parlé de la dette intérieure. Non, il faut rappeler qu'il a payé et la dette intérieure et la dette extérieure publique. Les deux ont été payés par Adolphe Muzito parce qu'il faut rappeler que nous avions connu dans ces pays les grands savants comme le professeur Mabi Mulumba, qui fut Premier ministre dans ces pays. Il n'a pas pu atteindre le point d'achèvement. Non pas parce qu'il était incapable, puisqu'il n'avait pas la compétence, mais parce que les mécanismes devant servir justement à l'atteinte de ces points d'achèvement n'ont pas été enclenchés ou mis en œuvre tel que le système le voulait. Mais Adolphe Muzito l'a fait. On a connu de premiers ministres comme Léon Kengo Adondo, monsieur Rigueur, ici dans ces pays. Mais ils n'ont pas pu. Lorsqu'Adolphe Muzito arrive, il a mis en place un mécanisme tel que nous étions obligés d'atteindre ce point d'achèvement, ce qui nous a... On peut atteindre le point d'achèvement, c'est un problème, mais atteindre le social de la population, non, qui consiste à manger comme il se doit, payer les enseignants. Il faut rappeler, parce qu'aujourd'hui, nous avons nos amis jeunes qui ont la vingtaine, peut-être qu'ils ne savent pas bien l'histoire. Il faut les rappeler que dans ces pays, lorsque le maréchal Mobutu quitte, il nous laisse avec une dette extérieure publique de 14 milliards de dollars. Il a fallu faire des efforts pour payer chaque mois ce qu'on appelle le service de la dette. Et ce n'était pas moins de 400 millions de dollars chaque mois. Si vous prenez ces 400 millions de dollars chaque mois en une année, ça vous fait 2 milliards. Mais il fallait une intelligence pour voir comment nous départir de cette situation qui bloquait le développement du pays. Parce que vous ne pouvez pas vous développer tant que vous êtes redevable aux institutions de Bretton Woods qui chaque fois courent derrière vous pour vous imposer le paiement de la dette. Ce qui fait que lorsque on quitte Sun City, Adolphe Muzito arrive, il dit non, nous devons travailler pour, en tout cas, travailler pour finir cette dette. Et c'est ce qu'il a fait en 2010. Les institutions de Bretton Woods arrivent pour nous alléger de cette dette. Leur est tombé, on a eu notamment, c'est que le régime ou le gouvernement Matata applaudit le projet de 1000 écoles. Ce n'était pas le projet de Matata pour nous, ça il faut le souligner. C'était le retombé de l'annulation de 90% de la dette extérieure publique, parce que les institutions de Bretton Woods nous disent, puisque chaque mois vous étiez en train de payer plus de 400 millions de dollars, cet argent, puisque vous ne le payez plus, nous vous demandons de l'utiliser pour, en tout cas, booster les sociales dans votre pays. Et c'est quoi le social? C'est qu'il fallait construire 1000 écoles, il fallait construire les hôpitaux, il fallait créer... Tout ça, ça n'a jamais eu lieu parce que il semble que l'argent a été détourné. Ça, c'est déjà quelque chose, le point de départ qui a été enclenché avec la gouvernance, la gestion d'Adolphe Muzito. Et Adolphe Muzito, lorsqu'il arrive, il faut le souligner, il trouve un budget de 850 millions de dollars. Mais pendant 3 ans, il travaille pour nous laisser, en fin 2011, début 2012, avec un budget de 3,6 milliards de dollars. Ça, c'est énorme. Dans plus ou moins 3 ans, il laisse ces budgets-là, il quadruple pratiquement le budget qu'il avait trouvé. Et ça, n'est pas le reconnaître, ce n'est pas être élégant, ce n'est pas faire la politique. Mais avec ces rythmes, si c'est qu'il avait succédé, notamment Matata Ponyo et Kabila, s'ils étaient de bonne foi, ils aimaient bien le Congolais, on pouvait, dans la même logique
poursuivant cette lancée-là, on pouvait aller déjà à cette époque avec un budget de plus de 10 milliards. Le gouvernement, en tout cas le régime Tshisekedi arrive, il tente de faire quelque chose, mais on sent qu'il ne respecte toujours pas l'élan que voulait le peuple congolais à San City, c'est qu'a appliqué Adolphe Muzito. Le régime Kabila avec Matata Ponyo n'ont pas pu le faire parce que Matata Ponyo, en quittant le gouvernement pendant sa gestion de près de 5 ans, il n'a pu augmenter le budget que de 30%. Aujourd'hui, Tshisekedi arrive, on sent qu'il tente de faire quelque chose, mais le problème c'est que Tshisekedi, pourquoi est-ce que nous condamnons sa gouvernance? Aujourd'hui, il faut noter que l'accroissement du budget, ce n'est pas le fait de son gouvernement, la technicité de son gouvernement, mais c'est plutôt, premièrement, le civisme fiscal qui a pris la place dans le chef de chaque Congolais par rapport à ce travail que nous faisons avec vous. Mais c'est sous l'impulsion de quelqu'un, c'est pas par hasard. Si c'était sous l'impulsion, moi je pense qu'on pouvait dans ces pays avoir un budget de plus de 15 milliards de dollars déjà à l'arrivée de ces gouvernements. Aujourd'hui, 4 ans après, on pouvait parler en termes de 30 milliards, pourquoi pas 20 ou 30 milliards. Mais si on ne l'a pas fait, c'est parce que, quelque part, on sent que c'est le peuple lui-même qui a pris conscience. Et comme vous le savez, une fois de plus, notre impôt répond justement répond à ce que nous appelons un système déclaratif. C'est le peuple lui-même qui se présente devant les guichets pour payer ses impôts, tout ça. Et c'est ce qui permet à ce qu'il y ait accroissement. Les investissements aujourd'hui avec nos minéraux, que vous aimez le Congo ou pas, il y a des opérateurs qui viennent parce qu'ils veulent investir. Mais quelle est la politique du gouvernement qui est mise en place pour permettre à ce que soit nous puissions travailler cette mobilisation de recettes ou utiliser cette plus-value pour créer de l'emploi de manière à donner encore un coup de pouce à notre PIB. Vous sentez qu'il n'y a pas justement cette politique-là. C'est là où nous disons que la politique de M. Tshisekedi n'a pas donné le fruit escompté. Et nous, avec Adolphe Muzito, puisque nous avions déjà fait mieux lorsqu'il était Premier ministre, nous sommes capables de présenter plus que ce qu'on a fait à cette époque-là. En ces moments, le peuple va avoir, en tout cas, les ingrédients à juger. Nous recevons sur ces plateaux le secrétaire général du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, candidat président de la République, c'est là où je m'en tiens. Candidat président de la République, il aura face à lui un Félix Tshisekedi bien enraciné avec tout ce qu'il y a comme action. Je crois que vous avez critiqué la gestion, mais quels sont les côtés forts de cette gestion de Félix Tshisekedi, vous étant que Congolais, vous avez trouvé? Non, ce que j'aime en Félix Tshisekedi, c'est que c'est un monsieur plein d'ambition. Il a des bonnes idées, des bonnes intentions. Malheureusement, ça ne se marie pas avec la réalité. Et c'est ça le grand souci. Parce que avec le peuple c'est comme un enfant affamé. Lorsqu'il veut manger, il ne faut pas lui amener des promesses, de chapelets, de bonnes intentions. Il n'a qu'à faire de tout ça. Pour l'enfant, c'est que maintenant, et en ce moment-là, il veut manger, il faut lui présenter à manger. Et c'est ça la difficulté de messieurs. Mais avant de présenter à manger, il faut chercher à manger. Oui, il faut chercher à manger, mais lorsque ça prend 4 années, près de 5 ans, sans nous prouver que les voyages que je faisais, voilà le résultat, ça pose problème. Et le peuple sait comprendre que vous êtes incapable de lui apporter de vraies solutions. Moi, je pense que avec ce que M. Tshisekedi est venu trouver, c'est-à-dire que, je l'ai démontré, il a fallu une dette extérieure publique, il a fallu assainir l'environnement. Adolphe Muzito l'a fait pour tous les gouvernements qui ont succédé. Ils auraient pu se servir de cet outil pour aller au-delà, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Et ça, le peuple sait le reconnaître, puisque chaque fois, effectivement, vous avez dit qu'Adolphe Muzito ne sort pas trop, ne parle pas trop, mais quand il ose se présenter devant le peuple, vous savez ce que le peuple réclame? C'est que Banda Okenda, dollar et Mata. Regardez aujourd'hui le dollar. Regardez aujourd'hui le social, le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on nous parle même de la gratuité de l'enseignement. Mais regardez la qualité de l'enseignement. Si, au niveau, vous regardez les standards de l'UNESCO, un professeur, un enseignant, un instituteur est appelé à enseigner dans une salle de classe plus ou moins 25 à 30 élèves.
En RDC, chez nous, un professeur, un instituteur est obligé de se retrouver devant une salle de classe de plus de 100 élèves. Comment voulez-vous que nous puissions avoir, en tout cas, l'enseignement de qualité? Tout ça, ça fait partie parce que lorsque les gens parlent de la gratuité de l'enseignement, les gens parlent de la santé, ils pensent qu'il suffit de créer ces slogans, il suffit d'inviter les élèves dans une salle de classe pour dire qu'effectivement c'est ça la gratuité. Non, la gratuité s'accompagne avec la qualité de l'enseignement. La gratuité doit s'éprouver avec les standards, le ratio prévu dans les normes de l'UNESCO et sur le plan même de la sécurité. Vous voyez les tâtonnements dans la manière de gérer la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Sur le plan de la gouvernance, vous voyez aujourd'hui comment, c'est vrai, les budgets augmentent, mais quel est son incidence, son impact sur le social de ces peuples? Ça pose un énorme problème. Sur le plan de la sécurité, de la justice, vous voyez, je salue ici, je profite de l'occasion pour saluer le travail de l'IGF. Mais pourquoi est-ce que le travail de l'IGF n'aboutit pas? C'est parce que nous avons en face de nous une justice qui est paupérisée, une justice qui n'est pas indépendante. Pourquoi? Parce qu'elle ne bénéficie pas d'une enveloppe salariale de fonctionnement censée lui donner une indépendance vraie, une indépendance réelle. Et ça, c'est la volonté d'un régime. Donc, nous disons qu'il y a comme ça des éléments que nous allons présenter à notre peuple qui n'ont pas permis justement à ce que ces régimes de M. Tshisekedi se servent du tissu qu'a laissé Adolphe Muzito dans sa manière de gouverner pour nous propulser, pour nous lancer vers ce que nous pouvons considérer comme les pays émergents. Parce que moi, j'ai vu les gens parler du développement, de l'émergence, mais ils oublient qu'aujourd'hui, le Congo n'est même pas encore en voie de l'émergence. Mais on nous parle déjà du développement. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant le PIB de chaque citoyen congolais, nous pouvons dire que nous sommes un pays émergent? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes un pays développé? Donc c'est ça le vrai combat, c'est ça le vrai débat. Nous devons rester sur ce genre de questions pour voir quels sont les mécanismes que nous devons, nous comme acteurs politiques, nous comme partis politiques, mettre en place pour essayer d'améliorer la situation de notre peuple. Il ne suffit pas de se présenter avec des slogans creux, sans contenu, pour espérer gagner. Non, moi, je dis que M. Tshisekedi a montré sa bonne volonté, mais malheureusement, il ne suffisait pas d'avoir cette volonté pour gagner la confiance du peuple. Il suffisait de démontrer au peuple que vous êtes capable de faire tel point, tel ou tel autre, pour que le peuple vous donne confiance de manière à le conduire encore dans les années à venir. Vous avez écouté sur cette tribune de votre magazine À vous la parole les intentions, aussi la pensée de parti politique Nouvelle-Élan d'Adolphe Muzito. C'est ce que nous avions voulu et c'est ce que nous avons recherché pour vous. Ils ont eu la parole. Monsieur le secrétaire général de Nouvelle-Élan, merci de nous avoir prêté cette attention, d'avoir répondu à cette invitation. Nous ouvrons d'autres brèches dans un prochain numéro pour parler effectivement de ce que Nouvelle-Élan est en train d'entreprendre sur terrain dans les 4 mois à venir par rapport aux élections de 2023. C'était le secrétaire général de Nouvelle-Élan, M. Blanchard Mongomba. Je vous remercie très sincèrement. Merci aussi à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Merci, vous nous avez suivis depuis Paris. Restez toujours branchés dans la première chaîne au cœur des investigations, Bossolo TV, votre mission. À vous la parole. Au revoir.